l'organisation générale de la cavité abdominopelvienne, située au-dessous du thorax et occupant toute la partie infradiaphragmatique du tronc. La cavité abdominopelvienne contient la plus grande partie de l'appareil digestif et de l'appareil génito-urinaire. Ces parois en grande partie musculaires sont fixées à un squelette osseux représenté tout en haut par le rebord costal inférieur, plus bas par une tige osseuse souple située en arrière et formée par le segment lombal de la colonne vertébrale. Encore plus bas par la ceinture pelvienne, un centre osseuse rigide, grossièrement circulaire, constitué par les deux os coxaux réunis entre eux en avant au niveau de la symphyse pubienne et rattaché en arrière par les articulations sacro-iliaques au sacrum qui prolonge vers le bas le rachis lombal et ferme en arrière la cavité pelvienne. Un ensemble de formations musculaires plus ou moins complexes complète ce cadre osseux et le transforme en une cavité presque entièrement close. En arrière, ce sont à la face postérieure du rachis les muscles spinaux qui ne font pas partie à proprement parler de la paroi abdominale, mais participent à la constitution de la loge postérieure de la région lombale. Sur les faces antéro-latérales du rachis, le muscle psoas qui descend vers la racine de la cuisse et le muscle carré de l'ombre tendu de la crête iliaque au rebord costal. Latéralement, les trois muscles larges de l'abdomen, oblique externe, oblique interne et transverse, superposés dans cet ordre de la surface à la profondeur, réunis entre eux en avant sur la ligne médiane, constituant une sangle presque circulaire fixée en arrière à la colonne lombale, étendue en hauteur du rebord costal au rebord antérieur de l'os coxal. Sangle dont la solidité est encore renforcée par l'obliquité différente des fibres de ces trois couches. En avant, les muscles droits de l'abdomen tendus verticalement du rebord costal au pubis, à l'intérieur d'une gaine fibro-aponeurotique constituée par les muscles larges, renforcent encore cette sangle et forment une solide barrière musculaire. En haut, le muscle diaphragme forme une cloison concave en bas qui sépare la cavité abdominopelvienne du thorax. En bas, enfin, le plancher de la cavité comprend deux étages. Un étage supérieur aux fosses iliaques internes, formé par le muscle iliaque en dehors, le muscle psoas en dedans, revêtu du fascia iliaca reposant sur l'aile iliaque. Un étage inférieur, situé au fond de l'entonnoir pelvien, est formé par le muscle releveur de l'anus, étendu transversalement depuis la paroi osseuse du bassin
jusque sur la partie inférieure des viscères digestifs et génito-urinaires et qui constitue un véritable diaphragme pelvien séparant la cavité abdominopelvienne de la région du périnée située au-dessous. Presque entièrement close, la cavité abdominopelvienne communique cependant avec les régions voisines. En haut, il existe au niveau des orifices diaphragmatiques et particulièrement de hiatus œsophagien une communication avec le médiastin. En bas, sur la ligne médiane, le diaphragme pelvien est traversé par la partie inférieure des organes pelviens qui gagnent le périnée. Latéralement et en arrière, au niveau du pelvis, s'établit une communication entre la région glutéale ou fessière au niveau des échancrures sciatiques. En avant, la cavité abdominopelvienne communique avec la racine de la cuisse au niveau de l'orifice inguinal et du foramen obturateur et plus haut avec le scrotum ou les grandes lèvres par l'intermédiaire du canal inguinal. Toutes ces zones de communication représentent autant de points faibles de la paroi de la cavité abdominopelvienne. Points faibles par où les viscères contenus dans la cavité peuvent s'engager, enveloppés de leur sac péritonéal, constituant alors ce qu'on appelle une hernie. Il existe en outre d'autres points faibles situés principalement à la limite de certaines formations musculaires. Le plus important de ces points faibles est situé en avant sur la ligne médiane, au niveau de l'ombilic. Topographie générale. La cavité abdominopelvienne ainsi constituée a très grossièrement la forme d'un cylindre fortement aplati dans le sens antéro-postérieur. Elle est habituellement divisée en deux étages distincts dont la frontière est constituée par le plan oblique en bas et en avant, passant par le bord antérieur du sacrum, la ligne innominée de l'os coxal et la symphyse pubienne. Ce plan frontière correspond à ce que l'on désigne en obstétrique sous le nom de détroit supérieur. La partie de la cavité située au-dessus du détroit supérieur constitue l'abdomen proprement dit. Cavité à paroi essentiellement musculaire et souple où se loge la plus grande partie de l'appareil digestif et la plus haute sécrétrice de l'appareil urinaire. La partie de la cavité située au-dessous du détroit supérieur constitue le pelvis ou petit bassin. Cavité aux parois presque entièrement osseuses et rigides, logeant la partie terminale du tube digestif, l'appareil urinaire inférieur, essentiellement excrétaire, et les organes génitaux internes. Si la séparation entre ces deux étages se justifie en partie par la différence de leurs parois, elle reste en fait arbitraire. Abdomen et pelvis
communiquant très largement entre eux à travers les détroits supérieurs et étant traversés en outre par les mêmes éléments vasculaires, nerveux ou viscéraux. Une membrane séreuse, le péritoine, du grec péritonio, étendre autour, tapisse la plus grande partie de la cavité abdomino-pelvienne. Comme toute séreuse, le péritoine possède deux feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral, qui sont en réalité en continuité l'un avec l'autre et délimitent une cavité virtuelle, la cavité péritonéale. Le feuillet viscéral tapisse le tube digestif et les principaux viscères abdominaux en faisant pratiquement corps avec les parois. Le feuillet pariétal tapisse la face profonde de la cavité abdomino-pelvienne, mais ses rapports avec la paroi sont extrêmement différents suivant le point considéré. En haut, au niveau de la face abdominale du diaphragme, la séreuse péritonéale adhère intimement aux fibres musculaires dont il est pratiquement impossible de la séparer. En avant, au niveau de la paroi antérolatérale, le feuillet pariétal du péritoine est encore au contact de la paroi, mais laisse d'autant plus facilement cliver que l'on s'éloigne en dehors de la ligne médiane. En arrière, le péritoine pariétal postérieur reste à distance de la paroi postérieure dont il est séparé par l'espace rétropéritonéal où chemine sur la ligne médiane l'aorte et la veine cave inférieure accompagnée d'éléments lymphatiques et sympathiques et où se logent latéralement les reins, les surrénales, les urétères et les vaisseaux destinés aux gonades. En bas, le péritoine pariétal reste également dans son ensemble à distance du plancher de la cavité pelvienne. Il en est séparé par l'espace sous-péritonéal, dit encore parfois espace pelvie sous-péritonéal, où se loge sur la ligne médiane, d'arrière en avant le rectum, les organes génitaux internes et la vessie, latéralement contre les parois, les vaisseaux iliaques et leurs branches. À ce niveau, le péritoine pariétal est soulevé par le viscère pelvien et se moule sur eux, prenant ainsi la valeur d'un feuillet viscéral. Il dessine en outre entre ces viscères une série de cul-de-sac dont le plus important est le cul-de-sac de Douglas, point déclive de la cavité péritonéale situé immédiatement en avant du rectum. Le feuillet pariétal et le feuillet viscéral du péritoine sont en parfaite continuité l'un avec l'autre, la transition pouvant s'effectuer essentiellement de deux façons. 1. Au niveau de certains organes, le feuillet pariétal quitte la paroi pour devenir immédiatement feuillet viscéral. Il existe alors une zone où l'organe considéré et la paroi située en regard entrent en contact directement sans interposition du péritoine.
Les feuillets péritoniaux qui délimitent cette zone de contact et qui sont tendus sur une plus ou moins grande longueur de la paroi aux viscères forment alors un ligament péritonéal. C'est cette disposition qui est réalisée par exemple au niveau du pôle supérieur de l'estomac, ligament gastro-phrénique, ou au niveau du foie, ligament suspensaire, ligament coronaire. 2. Quand les vaisseaux à destinée viscérale quittent le plan pariétal postérieur et pénètrent dans la cavité péritonéale pour gagner les viscères auxquels ils sont destinés, ils sont entourés par une enveloppe péritonéale formant une cloison tendue de l'origine à la paroi. Cette lame péritonéale, porte-vaisseau à deux feuillets péritoniaux, constitue ce que l'on appelle un méso. Les deux mésos principaux sont le mésentère, méso de l'intestin grêle, et le mésocolon. Nous verrons ultérieurement que la partie du mésocolon correspondant au colon transverse, tendue horizontalement dans la cavité, subdivise celle-ci en deux étages. Un étage sus-mésocolique ou supra-mésocolique et un étage sous- ou inframésocolique. La longueur de chaque méso et sa souplesse permettent aux organes correspondants d'être relativement mobiles à l'intérieur de la cavité péritonéale. La réflexion des deux feuillets de chaque méso sur le péritoine pariétal postérieur définit par arrière sur la paroi une zone d'insertion centrée sur les pédicules vasculaires correspondant au méso et appelée racine du méso. Cette disposition générale et théorique est en fait une disposition anténatale. Elle est en effet profondément modifiée au cours de la vie fœtale, d'une part, par la rotation de l'intestin primitif, d'autre part, et surtout par l'accolement secondaire de certains mésos au péritoine pariétal postérieur. Ainsi, chez l'adulte, certains viscères, comme le duodénopancréas, le côlon ascendant et le côlon descendant, semblent-ils avoir une situation rétropéritonéale. Ce n'est là, en fait, qu'une disposition apparente. Il existe toujours un plan de clivage avasculaire, témoin de la disposition primitive, plan que l'on veut d'ailleurs aisément, reconstituer chirurgicalement et qui sépare les organes apparemment accolés et l'air méso de l'espace rétropéritonéal véritable. Ces zones d'accollement constituent ce que l'on appelle des fascias. Les deux principaux fascias sont le fascia de tresse, accolant le duodénopancréas à la paroi postérieure, et le fascia de Tolde, d'accollement du côlon ascendant et du côlon descendant. Ainsi, après avoir décrit la constitution du squelette et des parois de la cavité abdominopelvienne, pourrons-nous diviser l'étude de son contenu en deux grandes parties. D'une part, les espaces rétro- et sous-péritoniaux,
qui comprennent donc les organes lombo-iliaques et les organes pelviens. D'autre part, la cavité péritonéale contenant les viscères abdominaux répartis en deux étages